Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 août 2025 et notre ami, le colonel Jacques Beau, est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Jacques. Merci de m'avoir invité à nouveau. Bonjour à tous. Quelle semaine, Carl. Nous avons eu une rencontre entre les deux présidents, le président des États-Unis et Vladimir Poutine, et dans la foulée, lors de la discussion, ils ont fait beaucoup de... Du côté russe, ils ont estimé que c'était positif. Du côté des États-Unis, ils pensent aussi que c'était positif. L'administration Trump le croit. Et les médias vont totalement à l'encontre de cette rhétorique. Nous avons appris que des dirigeants européens vont se rendre aux États-Unis pour discuter avec le président des États-Unis, d'ailleurs en compagnie de Zelensky. The Guardian affirme que les dirigeants européens sont en panique. Et avant de commencer, tu as mentionné que les Européens parlaient de la Russie et de la Chine comme d'un château de cartes, ce qui s'avère être la situation qu'ils décrivent à propos de ces deux pays. Mais il s'avère que cela concerne l'Europe elle-même. Quel est ton avis sur ce qui s'est passé et sur ce à quoi nous devons nous attendre pour la suite? Eh bien, l'Europe se révèle clairement comme un château de cartes, et non la Russie ou la Chine, qui ont en fait démontré une stabilité remarquable, malgré toutes les sanctions et tout le reste. Mais la raison pour laquelle l'élite européenne, ou soi-disant élite, est en panique, c'est qu'elle se rend compte maintenant, et elle le voit, elle en est témoin, que tout le récit que nous avons eu ces 3 dernières années s'effondre complètement. Il est presque banal de dire que la Russie est en train de gagner sur le champ de bataille. Mais ce que les Européens ont compris, c'est qu'eux, et même les États-Unis en fait, l'ont compris aussi. Peu importe ce qu'ils veulent obtenir, avec n'importe quel type d'accord avec la Russie, ils n'ont pas les ressources, les moyens ou tout ce que l'on peut imaginer. Ils n'ont pas tout cela pour imposer un comportement à la Russie. Ils ne l'ont plus. Ils n'ont plus la puissance militaire nécessaire pour faire cela. Et ils ne veulent pas le faire, car cela mènerait à la Troisième Guerre mondiale. Et personne ne veut cela. Ils n'ont ni la capacité ni les moyens d'aider militairement l'Ukraine, que ce soit en termes d'armement ou d'éducation militaire. Même dans le domaine du renseignement, ils sont aujourd'hui surpassés par les Russes. Ils n'ont donc rien qui puisse influencer le comportement de la Russie sur le champ de bataille. Les sanctions se sont révélées totalement inefficaces pour la Russie, la Chine et d'autres. L'Iran en est un exemple. Mais pour notre discussion, la Russie a démontré que les sanctions sont totalement inefficaces. Et la raison en est que depuis 2014, la Russie a su anticiper les sanctions à venir. Ainsi, lorsque ces sanctions brutales et massives ont été appliquées à la Russie en 2022, la Russie y était préparée. Elle avait l'un des niveaux de dette extérieure les plus bas, ce qui rendait donc très difficile d'exercer une pression sur la Russie. Même les avoirs gelés, ou même confisqués, certains d'entre eux, ne sont pas en mesure de constituer une quelconque pression sur la Russie. De plus, les sanctions secondaires, comme celles qui ont été menacées d'être utilisées par Trump, et bien sûr Lindsey Graham et Richard Blumenthal avec cette initiative, ce projet de loi possible du Congrès, les sanctions secondaires se sont également révélées inefficaces, car désormais l'Occident, et les États-Unis en particulier, ont créé une situation dans laquelle ce qu'on appelle le reste du monde a mis en place un marché parallèle, si l'on peut dire. Ce qui signifie qu'ils sont de moins en moins dépendants du marché américain. Cela ne veut pas dire que c'est totalement indépendant, mais ils sont de moins en moins dépendants, ce qui signifie qu'il existe des alternatives. Et nous l'avons vu avec les sanctions que les États-Unis ont menacé d'utiliser, par exemple sur le soja contre la Chine. La Chine a dit « Très bien, nous arrêtons simplement d'acheter du soja américain
et nous l'achetons au Brésil. En conséquence, maintenant le marché américain est mort, je veux dire. Le marché chinois est mort pour les États-Unis. Et ils n'enverront ni ne vendront de soja au Brésil, parce qu'évidemment, le Brésil peut en produire à un prix bien inférieur. Le résultat de tout cela, c'est que chaque mouvement des États-Unis crée un problème pour l'Occident ou pour les États-Unis eux-mêmes. Nous sommes donc dans ce que l'on appelle aux échecs. C'est mat. Je ne sais pas comment on dit cela en anglais, mais c'est une situation où l'on ne peut plus bouger. Échec et mat. Oui, échec et mat, merci. Dès que vous commencez à bouger, vous commencez à créer une vulnérabilité pour vous-même. De plus, on observe lentement. Si vous regardez le récit, ou disons plutôt les discussions que l'on retrouve dans les médias et même parmi les politiciens, surtout en Europe, l'idée que l'Ukraine devra céder des territoires. Cette idée est acceptée, en substance, en principe. Certains rêvent d'obtenir une partie de la région de Kherson-Zaporizhia et ce genre de choses. Il y a eu des discussions à ce sujet, bien que les Russes soient en position de rester fermes sur leurs exigences, à savoir la totalité de Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Luhansk. Point final. Quoi qu'il en soit, l'idée que l'Ukraine doive céder du territoire existe. Même parmi les partisans radicaux de l'Ukraine, l'idée que l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN est présente. Et en fait, ce n'est pas nouveau. Cela a été écarté depuis, en réalité, depuis Biden. Déjà, Biden avait dit qu'il n'y avait aucune chance que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. En fait, nous avons laissé l'Ukraine dans l'incertitude, et je ne comprends pas comment Zelensky pourrait croire le contraire, car il était absolument clair que l'Ukraine ne deviendrait pas membre de l'OTAN. Et je vous rappelle qu'en mars 2022, Zelensky a déclaré à CNN qu'il avait demandé à Biden si l'Ukraine deviendrait membre de l'OTAN. Il a dit que la réponse était non, l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN. Pour le public, nous continuons à laisser la porte ouverte. Cela signifie que toute la question de l'OTAN pour l'Ukraine était en réalité une question de relations publiques, pas une réalité concrète. Personne n'imaginait vraiment que l'Ukraine rejoindrait l'OTAN. Probablement que certains pays européens y croyaient. Mais je pense que l'OTAN est structurée autour de la puissance nucléaire américaine. Par conséquent, les États-Unis sont le primus inter pares au sein de l'OTAN. Et si les États-Unis s'opposent à l'adhésion de l'Ukraine, la question ne se pose même pas. Biden l'a dit. Trump l'a dit. Et cela a été répété récemment, même par des personnes comme Pete Hegseth et Marco Rubio, que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était exclue. Même si des gens comme Keith Kellogg, par exemple, ont dit que c'était exclu pour l'instant, mais que cela pourrait changer plus tard, et ce genre de choses. Ce qui d'ailleurs correspond à la compréhension qu'en ont les Russes. Et c'est pourquoi ils veulent une confirmation solide et un traité qui stipule explicitement que l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN. Et c'est la raison pour laquelle la Russie a demandé l'abandon officiel de cette demande par l'Ukraine, afin qu'elle fasse partie du règlement qui mènera à un cessez-le-feu et tout cela. Donc nous comprenons que cela est écarté. En conséquence, tous les éléments fondamentaux qui ont alimenté ce conflit jusqu'à présent, en réalité, se sont évaporés. L'adhésion à l'OTAN et les garanties de sécurité sont toujours sur la table, mais c'est un sujet dont nous pouvons discuter. Mais la Russie n'a jamais été contre cela. Mais l'OTAN, en tant que telle, sera exclue. Il est probable que l'UMRD soit également écarté, puisque l'UNMRD souhaite désormais avoir sa propre politique de défense. En conséquence, comme l'a dit Sergei Lavrov en février 2023, l'UMRD est devenu une sorte de petit OTAN. Par conséquent, nous ne sommes plus. Donc, vous savez, c'est le résultat de la décision de l'Union européenne, car au lieu de jouer le rôle de médiateur dans ce conflit, l'UE est devenue une partie prenante du conflit.
Nous le voyons aujourd'hui avec cette délégation qui à l'origine devait simplement être Zelensky rendant visite à Trump, et aujourd'hui c'est devenu une petite délégation avec plusieurs chefs d'État ou responsables européens, dont Ursula von der Leyen, qui souhaite se rendre à Washington pour soutenir Zelensky. Cela signifie que l'Europe, au lieu d'être un médiateur dans ce conflit, en est devenue une partie prenante. En conséquence, la Russie a relevé ses exigences et l'adhésion à l'Union européenne sera probablement également exclue. Ainsi, la situation est devenue plus complexe pour l'Ukraine. Et désormais, les gens comprennent et acceptent l'idée que l'Ukraine échoue sur le terrain, qu'elle n'a plus de troupes, qu'elle manque de personnel. La conscription forcée a suscité une forte opposition au sein même de l'Ukraine. Tout cela converge en fait vers la fin de l'Ukraine. Et c'est pourquoi, juste après la réunion en Alaska, les pays occidentaux, je veux dire les pays européens, sont en panique parce qu'ils constatent que toute la politique qu'ils ont menée au cours des 3 dernières années s'effondre totalement. Et fait intéressant, les Européens n'ont pas été capables d'anticiper cela, dans le sens où, je crois que nous l'avons déjà dit sur votre chaîne, mais aujourd'hui, bien sûr, l'Europe n'a plus de lien ni de relations diplomatiques avec la Russie. Mais aussi, la relation avec la Chine n'est pas bonne. La relation avec les BRICS n'est pas bonne non plus. Ce qui signifie que l'Europe se retrouve seule face aux États-Unis désormais. Et elle n'a aucun allié. Et c'est là que l'on voit l'absence totale de réflexion stratégique en Europe, car ils savaient que Trump se désengagerait de l'Ukraine. On le savait depuis plus d'1 an. Même avant l'élection de Trump, il avait dit qu'il mettrait fin au soutien à l'Ukraine. Il savait que l'Ukraine était en train d'échouer, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, en s'accrochant à un seul récit, l'Europe constate qu'il n'y a plus d'option. C'est un échec. Ou alors elle peut faire un virage à 180 degrés et changer complètement de politique. Mais il faudrait alors convaincre la population, car ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on parle de ce changement d'attitude envers la Russie, cela correspondait plus ou moins à l'esprit de l'élection de Trump en novembre dernier. Le soutien MAGA à Trump était composé de personnes qui voulaient que l'on se concentre sur les États-Unis et non plus sur des guerres inutiles et très coûteuses à l'étranger. Et en fait, on constate que si l'on regarde les dépenses en recherche et développement dans les technologies clés et d'avenir, les États-Unis ont perdu beaucoup de terrain par rapport à la Chine, par exemple. La force de la Chine, et c'est aussi valable pour la Russie d'ailleurs, c'est qu'ils ne se sont pas engagés jusqu'à présent dans des conflits très coûteux. Je parle surtout de la Russie. Cela signifie donc que ces 10 dernières années environ, la Russie, comme la Chine, ont pu pour la Russie renforcer sa propre économie afin d'anticiper de futures sanctions. En Chine, la pression n'était pas exactement la même. Elle était davantage d'ordre économique et commercial. Mais c'est la même chose pour la Chine. Elle a pu développer sa propre industrie pour y parvenir. Je veux dire, nous l'avons vu avec les semi-conducteurs. Aujourd'hui, la Chine a développé de nouvelles technologies qui en fait n'ont plus besoin de la technologie européenne, en particulier celle d'ASML, la technologie néerlandaise. Je veux dire, peut-être pas complètement, mais dans une large mesure, ils sont désormais indépendants sur cette question. Ainsi, faire la guerre et mener des conflits contre d'autres peuples a détourné beaucoup de ressources des dépenses essentielles en recherche, développement, éducation et infrastructures. Regardez les États-Unis. Leurs infrastructures sont catastrophiques. On voit donc que cette idée de se concentrer exclusivement sur l'Ukraine, surtout du point de vue européen, où il y a cette focalisation totale, persiste malgré le mécontentement croissant de la population.
a degrading discontent from the population. And you see in almost every country, the major countries. Et vous voyez que dans presque tous les grands pays, au moins en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, leurs dirigeants sont détestés par leur propre population. Leur cote de popularité est extrêmement basse pour tous. En fait, ils ont détruit toute leur économie au nom de la lutte contre la Russie. Cela s'ajoute donc à l'équation, rendant les dirigeants européens extrêmement anxieux quant aux résultats d'un éventuel accord de paix. En plus du fait que si les États-Unis décident, comme l'a dit Pete Hegseth en février de cette année, qu'il devrait y avoir une division du travail entre les États-Unis et l'Europe, avec l'Europe s'occupant du conflit avec l'Ukraine et les États-Unis s'occupant du conflit avec la Chine, lorsqu'il s'agira de la reconstruction de l'Ukraine, les Européens seront, ne pensez-vous pas que c'était d'une certaine manière puéril? Je dirais que l'un des plus grands gagnants de ce qui se passe en Ukraine et au Moyen-Orient, c'est la Chine, car elle obtient une certaine forme de levier sur les pays qui lui fournissent de l'énergie, et elle bénéficie de remises supplémentaires. D'une certaine manière, si l'on considère que l'objectif final des États-Unis, du point de vue de ceux qui dirigent le jeu, c'est la Chine, alors ces politiques profitent en réalité à la Chine. Ne pensez-vous pas qu'ils ont aidé la Chine pendant la guerre, pendant ce conflit? Eh bien, il faut comprendre la mécanique ici. Il y a déjà eu un grand débat en 2020 et 2021 aux États-Unis pour savoir s'ils devaient continuer à se concentrer sur la Russie comme objectif principal ou se tourner vers la Chine comme objectif prioritaire. Et c'était un débat parce que de toute évidence, les deux pays, la Russie et la Chine, sont considérés, disons, comme des concurrents dans le meilleur des cas ou des ennemis dans le pire des cas par les États-Unis. Le problème, c'est que la Russie représente davantage un défi géopolitique ou géostratégique, tandis que la Chine se situe plutôt sur le plan commercial et économique. Maintenant, la question est de savoir lequel il faut affronter en premier. Il y avait cette idée selon laquelle il fallait d'abord s'attaquer à la Russie, afin que, si l'on affaiblissait ou même faisait s'effondrer la Russie, elle ne puisse plus soutenir la Chine. La Chine se retrouverait alors avec un problème dans son propre arrière-cour et n'aurait plus de soutien en matière d'approvisionnement énergétique ou d'autres aspects similaires. Cela rendrait la Chine plus vulnérable à la concurrence des États-Unis. C'était une première approche. L'autre approche consistait à dire que de toute façon, la Russie ne jouait pas un rôle important. Donc, il fallait se concentrer directement sur la Chine, car c'est l'adversaire le plus direct, notamment en tant que concurrent commercial. Par conséquent, il fallait s'occuper d'abord de la Chine. Il y avait donc ces deux idées, d'où tout ce concept de séquençage stratégique, qu'au final, il vaudrait probablement mieux commencer par la Russie et ensuite s'occuper de la Chine. Dans une certaine mesure, c'est l'option que l'administration Biden a choisie. C'est aussi ce qu'a reconnu l'administration Trump, même si elle a géré le problème différemment. Mais dans tous les cas, ce que vous dites est vrai. Au final, ceux qui n'ont pas été touchés par le conflit ou qui ne voulaient pas l'être sont les gagnants. Et quand on parle de la Chine, on pourrait même étendre le raisonnement à l'ensemble des BRICS, car si l'on regarde bien, le conflit ukrainien a probablement eu l'impact géopolitique le plus significatif des 50 dernières années. La fin de la guerre froide a certes été un événement important, mais disons que, ces 30 dernières années, le conflit en Ukraine a eu l'impact le plus significatif. Et dans cette situation, vous pouvez voir que j'ai perdu le fil de mon raisonnement. Désolé pour cela. Mais dans tout cela,
Tous ceux qui ne se concentraient pas sur ce conflit, c'est-à-dire le reste du monde qui a été mis de côté pour une raison quelconque, pouvaient alors se tourner vers la Chine, pas se concentrer sur la Chine, mais disons qu'ils pouvaient utiliser la Chine comme moteur d'une économie parallèle, si vous voulez, sur la planète. L'économie occidentale et le monde occidental étaient portés par le moteur américain depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, et même avant. Cela a en effet alimenté le monde pendant un certain temps. Mais maintenant, l'attention portée à ce conflit en Ukraine a ouvert une fenêtre d'opportunité pour le reste du monde, si vous voulez. Window of opportunity for the rest of the world, if you want. And this opportunity has been supported. Et cette opportunité a été rendue possible par le fait que la Chine pourrait jouer le même rôle que les États-Unis ont joué dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais maintenant, c'est la Chine. C'est en quelque sorte le moteur du monde. C'est là que se produit le développement technologique, que l'on trouve la puissance commerciale, la capacité de production, la capacité manufacturière, et tout cela. Et c'est exactement l'avantage qu'avaient les États-Unis en 1945. Cette puissance s'est estompée, et maintenant, c'est la Chine. Aujourd'hui, à cause de toutes les sanctions que nous avons imposées à tout le monde, et notamment à la Russie, cela a favorisé le rôle plus central joué par la Chine. Et c'est exactement ce que nous avons constaté. Économiquement parlant, le monde, en dehors du monde occidental, est désormais centré sur la Chine. Peut-on dire que la Chine, d'après le comportement que nous avons observé jusqu'à présent, n'a montré aucun comportement impérialiste envers d'autres pays? Est-ce exact, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent de la Chine? Eh bien, d'après ma propre expérience, j'ai vécu 2 ans au Soudan et 2 ans au Kenya. Ces 2 pays, à l'époque où j'y étais, étaient, disons, les pays où la Chine était la plus présente. La Chine construisait un immense barrage sur le Nil et menait donc d'importants projets là-bas, avec des milliers d'ouvriers du bâtiment. Et lorsque j'étais au Kenya, la Chine construisait le chemin de fer entre Nairobi et Mombasa. Et en fait, rénovait tout le réseau routier et autoroutier autour de Nairobi. Donc la Chine était très présente sur le terrain quand on se déplaçait. Dans les 2 cas, dans les 2 pays, j'étais en contact avec les autorités locales à différents niveaux, surtout au niveau supérieur. Mais vous ne voyez jamais les Chinois. Vous voyez, ils étaient là pour faire ce qu'ils avaient à faire, principalement des travaux de construction. Et ils l'ont fait. Une fois que c'était terminé, ils sont partis. Point final. Au contraire, j'ai travaillé au Tchad, par exemple, ou au Mali. Partout, il y avait un diplomate ou un militaire français qui traînait, qui avait un bureau dans un ministère, ce genre de choses. Vous ne voyez pas cela, ni au Kenya, ni au Soudan. Ce qui signifie que les Chinois concentraient leur activité sur la construction d'infrastructures et ne voulaient pas intervenir localement, ce qui est du bon sens en fait, car ils n'avaient pas besoin d'avoir une présence physique dans les ministères et tout ça. Parce qu'au final, ce qui motive leur présence, c'est le commerce. Donc en construisant des infrastructures, en rénovant des infrastructures et tout cela, ils ne faisaient que préparer le terrain pour une meilleure coopération commerciale ou des infrastructures commerciales. Et c'était là l'objectif, point final. Par conséquent, ils n'avaient pas besoin d'exercer une influence politique sur place. Et lorsque vous parlez aux dirigeants africains, disons, aux responsables de niveau intermédiaire et autres, ils en sont très satisfaits, car lorsque les Chinois viennent faire quelque chose, ils ne posent pas de conditions. Ils font leur travail, ils sont payés pour cela et ils repartent. Point final. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et cela, en fait, surtout en Afrique, crée davantage de confiance entre les gens. Parce qu'avoir toujours des personnes blanches, présentes, à tout vérifier,
à tout contester, à donner des conseils et tout cela, ce n'est pas quelque chose qui crée de la confiance, en réalité. J'ai pu le constater, surtout en Afrique francophone, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest. Les Africains étaient, disons, polis avec les Français. Mais quand on discutait avec eux, ils n'étaient pas satisfaits de la situation parce qu'ils avaient le sentiment, à tort ou à raison, d'être encore, d'une certaine manière, une colonie. Et cela affectait leur propre fierté nationale. Par conséquent, ils avaient le sentiment d'entretenir une relation faussée. Ce n'était pas une relation d'égal à égal. Vous voyez, c'était un peu comme la relation entre un professeur et son élève, d'une certaine manière. Et c'est une situation que l'on peut accepter, mais ce n'est pas forcément une situation dont on est satisfait. C'est exactement ça, le problème. Avec les Chinois, c'est pas le cas. Avec les Chinois, encore une fois, il s'agit d'une relation de type contractuel. Et c'est tout, point final. Vous payez pour quelque chose, vous recevez quelque chose. Donc, ce que j'ai constaté ces dernières années, pendant tout le conflit ukrainien, est l'expansion du commerce chinois avec, la Chine et probablement l'Amérique du Sud, je ne sais pas, c'est que les Chinois s'intéressent uniquement au commerce. Ils ne cherchent pas à imposer une quelconque idéologie politique ou des choses de ce genre. Et ils ont été très cohérents à ce sujet. Donc, dans l'ensemble, je pense que les Chinois ont une politique étrangère plus respectueuse envers le reste du monde. Foreign policy towards the rest of the world, it's a more pragmatic policy. C'est une politique plus pragmatique. Vous voyez, le problème, et je suis sûr qu'au tout début, au XIXe siècle, les Français avaient une approche plus paternaliste du colonialisme, c'est qu'ils pensaient probablement qu'ils allaient aider les pays qu'ils colonisaient. C'était sans doute vrai à l'époque. Je ne peux pas juger cela, mais j'ai le sentiment qu'il y avait probablement une réelle volonté d'aider. Le problème, c'est que lorsqu'ils étaient sur place, et c'est très clair, par exemple, au Congo, où j'ai passé quelque temps au milieu des années 90, les Belges ont développé des infrastructures et tout cela. Mais c'était lorsqu'ils étaient présents. Une fois partis, tout s'est effondré, parce qu'ils n'avaient pas créé le savoir-faire nécessaire pour l'entretenir. Ils n'ont pas fourni le soutien technique pour le maintenir. Donc, tout s'est écroulé. Et si vous allez en Afrique, plus francophone, pas belge, mais française, ou dans l'ancienne Afrique française, les Français n'ont pas vraiment construit d'infrastructures ou de choses de ce genre. Cela signifie donc qu'ils n'ont pas créé les conditions préalables à un commerce bon et efficace. Alors que les Chinois ont cette approche qui consiste à dire « D'accord, peu importe qui est le politicien, nous voulons simplement créer une structure qui permette un commerce aussi libre et efficace que possible. Donc des routes pour que les camions puissent circuler, pour que vous puissiez acheminer vos marchandises, enfin c'est peut-être pas le mot exact, mais nous apportons nos biens et vous pouvez les transporter par rail ou par route et les vendre. Et c'est ça l'idée. Créer des infrastructures sans chercher à influencer la scène politique. Et je pense que la Chine a été très cohérente sur ce point. Et c'est une erreur que les Européens ont commise, ne pas avoir développé d'infrastructures dans ces pays. Pour revenir au conflit en Ukraine, vous avez évoqué les garanties de sécurité que l'Occident pourrait offrir à l'Ukraine. Quelles seraient ces garanties de sécurité qui seraient acceptables pour la partie russe? Eh bien, il est très difficile de se prononcer à ce stade. Rappelons que la proposition que Zelensky avait faite aux Russes en mars 2022, qui a finalement été abandonnée sous la pression du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, on dit très souvent Boris Johnson. Et il est vrai que Boris Johnson a joué un rôle clé dans cette affaire, mais on a tendance à oublier le rôle de la France et de l'Allemagne, qui étaient également avec le Royaume-Uni pour faire pression sur Zelensky afin qu'il retire sa proposition. Et il est très important de rappeler
que les 3 initiatives de dialogue qui ont été lancées depuis le 24 février 2022. Les 3 initiatives, c'est-à-dire le 25 février 2022, la mi-mars 2022 et août 2022, étaient à l'initiative de Zelensky. Zelensky a demandé à engager un dialogue. Zelensky sollicitait un dialogue avec la Russie. Et à chaque fois, ce sont les Européens qui ont mis un terme à cela. Les 3. Lors du premier en février, c'est l'Union européenne qui est intervenue et a dit non. En mars ou début avril 2022, ce furent le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, comme nous venons de le dire. Et en août 2022, c'est de nouveau Boris Johnson qui est venu spécialement à Kiev pour l'empêcher, car Zelensky visait un sommet avec Poutine. En fait, au début, Poutine ne voulait pas, puis il a accepté cette rencontre. Mais cela a de nouveau été bloqué par Boris Johnson. Plus tard, l'Union européenne a déclaré qu'il n'y aurait pas d'apaisement. Sur cette base, Zelensky a adopté un décret interdisant toute discussion avec les Russes. Celui-ci a été adopté par le Conseil national de sécurité ukrainien le 3 septembre 2022 et il est entré en vigueur le 4 octobre 2022 après avoir été signé par Zelensky. Cela signifie que les Européens ont joué un rôle très malsain dans cette affaire. Mais pour revenir aux garanties de sécurité, le projet proposé par Zelensky en mars 2022 présentait une ébauche d'une possible structure ou architecture de garantie de sécurité basée sur, je ne me souviens plus exactement du nombre, si c'était 10 ou 15 pays qui avaient été sélectionnés, parmi lesquels figurait la Russie d'ailleurs. Zelensky avait également proposé la Russie comme garant. Donc tous ces garants étaient en fait ceux qui étaient prêts à apporter leur soutien à l'Ukraine au cas où celle-ci serait attaquée ou en crise. Les Russes ont accepté cela. Ils faisaient partie des garants. Et c'est quelque chose qui était très clair pour les Russes. Je peux donc supposer qu'une solution similaire serait acceptable pour les Russes. Maintenant, lorsqu'on aborde la question des garanties de sécurité, car j'ai entendu différentes choses à ce sujet, et, fait intéressant, le communiqué publié la semaine dernière par tous ces dirigeants européens, à savoir ceux qui sont aujourd'hui avec Zelensky à Washington, D.C., inclut la question du mémorandum de Budapest de décembre 1984. Ce mémorandum a été évoqué par Zelensky dans un tweet. Il a publié un tweet hier dimanche où il mentionne ce mémorandum. Et j'ai entendu beaucoup de choses différentes à ce sujet. Ce mémorandum s'appelle, je ne sais pas si j'ai le titre exact ici, enfin si je ne l'ai pas, c'est pas très grave. Mais en essence, il s'agit d'un mémorandum sur les assurances de sécurité à l'Ukraine. Il est donc question de garantie de sécurité en français, garantie de sécurité, en anglais, Security Assurances. Et l'idée, à l'époque en 1994, était de créer une incitation pour que les Ukrainiens restituent les armes nucléaires qu'ils avaient sur leur territoire, mais qui n'appartenaient pas à l'Ukraine. C'étaient des armes russes et les Ukrainiens n'avaient ni la capacité, ni le savoir-faire, ni les moyens de maintenance ou quoi que ce soit pour utiliser ces armes nucléaires. Mais néanmoins, apparemment, pour une raison ou une autre, les Ukrainiens estimaient que le fait d'avoir ces armes sur leur territoire constituait d'une certaine manière une garantie de sécurité. Et donc, ils ont demandé, en échange du retour de ces armes à la Russie, que certaines garanties de sécurité soient offertes afin d'assurer l'intégrité du territoire ukrainien. Voilà ce qu'est le mémorandum. Maintenant, il est très important de comprendre qu'un mémorandum n'est pas un traité. Ce n'est qu'un mémorandum.
Cela signifie en gros, il s'agit d'une déclaration d'intention politique. C'est un document politique. Il a une valeur politique, mais il n'a pas de valeur juridique. C'est très important de le comprendre. Et d'ailleurs, cela a été précisé en février 2022 par l'ambassadeur allemand à Kiev, qui a été interviewé par la télévision ukrainienne. Car vous vous souvenez peut-être qu'en février 2022, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, Zelensky a demandé à obtenir des armes nucléaires. Maintenant, pourquoi voulait-il ces garanties de sécurité, ces armes nucléaires? Il ne s'agissait pas de posséder des armes nucléaires, mais dans son esprit, avec le mémorandum de Budapest, il avait échangé les armes nucléaires contre une assurance ou une garantie de l'intégrité du territoire ukrainien. Et c'est pour cela que lorsque l'intégrité du territoire ukrainien a été menacée en février 2022, il a dit « Eh bien, si vous ne pouvez pas garantir l'intégrité territoriale, alors donnez-moi des armes nucléaires. » C'est pour cela que la question des armes nucléaires revient sur le tapis. Vous comprenez? Donc le problème concernait moins les armes nucléaires que l'intégrité territoriale. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1994, comme je l'ai dit, ce mémorandum n'était que politiquement contraignant. Et la conséquence, c'est qu'il aurait dû s'agir d'un document juridiquement contraignant afin de valider ce qui avait été dit dans le mémorandum. Et ce document a été signé en mai 1987 sous la forme d'un traité d'amitié et d'assistance entre la Russie et l'Ukraine. Dans ce document, la Russie garantit l'intégrité du territoire ukrainien. Maintenant, si vous regardez l'article 4 et l'article 6, vous verrez qu'il y a aussi certaines conditions, car il ne s'agit pas simplement d'une garantie inconditionnelle de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie. Il y a également des contreparties. La contrepartie était que l'Ukraine, de son côté, s'engageait à respecter les droits des minorités et à garantir que les minorités en Ukraine bénéficient de tous les droits accordés à chaque citoyen, l'égalité pour tous, quelle que soit l'origine ethnique. Et c'est là que le problème commence à apparaître. Que s'est-il passé ensuite? Tout d'abord, il y a quelque chose que personne n'a mentionné. Vous savez, ce traité, qui est juridiquement contraignant pour la Russie et garantit l'intégrité territoriale de l'Ukraine, personne n'en parle. On mentionne celui qui n'est pas contraignant, mais on ne parle jamais de celui qui l'est. Pourquoi? Parce qu'en mai 2019, lors du processus électoral pour le nouveau président qui a conduit à l'élection de Volodymyr Zelensky, Petro Poroshenko, afin de créer un problème pour Zelensky, a convaincu la Rada de ne pas prolonger le traité qui arrivait à expiration en mai 2019. Poroshenko a demandé au Parlement de ne pas prolonger le traité, ce qui signifie qu'en mai 2019, la Rada ukrainienne a supprimé le seul document qui constituait un engagement juridiquement contraignant de la Russie à garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et en 2022, que s'est-il passé? C'est la raison pour laquelle vous avez ce qui s'est passé en Crimée. Vous vous souvenez peut-être que la Crimée était autonome par rapport à l'Ukraine depuis janvier 1991. Cela signifie qu'avant que l'Ukraine ne devienne indépendante, la Crimée était sous la tutelle de Moscou et n'était plus sous celle de Kiev. En fait, Kiev a annexé la Crimée entre 1994 et 1995. Le fait est que, sur la base du référendum qui a eu lieu en janvier 1991, en 2014, la Crimée remettait en question la question de la langue, car le russe n'était plus une langue officielle. Vous voulez dire après le coup d'État de 2014? Oui, c'est exact.
en février, juste après le coup d'État. Parce que la première décision prise par les nouvelles autorités en 2014, les autorités issues du Maïdan, la toute première décision a été d'abolir le statut de la langue russe. Jusqu'alors, le russe et l'ukrainien étaient tous deux des langues officielles en Ukraine. Mais la première décision a été de dégrader le niveau ou le statut de la langue russe. La langue russe n'a pas été abolie, comme on le dit, ce n'est pas vrai, mais elle n'était plus une langue officielle, et elle a été interdite dans l'usage officiel. Voilà le point. Et donc cela a provoqué beaucoup de réactions dans toute la partie sud de l'Ukraine, pas seulement dans le Donbass, mais dans toute la Novorossia, à Odessa et tout cela. Et j'étais à Odessa à ce moment-là. Et je peux vous dire que la situation était extrêmement tendue à ce moment-là, parce qu'il y avait des manifestations partout dans le sud du pays. Quoi qu'il en soit, nous étions en 2014, donc le traité d'amitié n'avait pas encore été aboli, puisqu'il l'a été en 2019, comme je l'ai dit précédemment. Cela signifie que les autorités de Crimée, le Parlement local de Crimée, a déclaré « Eh bien, en fait, l'Ukraine ne respecte pas le traité de 1987 car elle devrait protéger les droits des minorités. » Nous avons donc décidé d'organiser un nouveau référendum comme nous l'avions fait en janvier 1991. Nous verrons quels seront les résultats et sur la base de ce référendum, nous demanderons à rejoindre la Fédération de Russie. Et en substance, c'est ce qui s'est passé et tout le processus qui y a mené. Il n'y a pas eu de troupes envoyées en Ukraine. J'entends encore des gens dire que la Russie a envoyé des troupes, et c'est totalement faux. Il n'y avait pas de troupes venant de l'extérieur de la péninsule en Crimée. Il y avait déjà des troupes stationnées là-bas, en vertu de l'accord sur le statut des forces signé entre l'Ukraine et la Russie, et il y avait environ 22 000 soldats russes officiellement stationnés. Mais aucune troupe supplémentaire n'a été envoyée pour annexer la Crimée. C'est faux. Tout le processus reposait sur le fait que les nouvelles autorités ukrainiennes ne respectaient pas le traité d'amitié de 1987. Et c'est ce qui a servi de justification légale pour organiser un nouveau référendum et demander à rejoindre la Fédération de Russie. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de rendre la Crimée ou autre, cela est hors de question. Tout cela est arrivé parce que les autorités ukrainiennes n'ont pas mis en œuvre ni respecté le traité d'amitié de 1987. Plus tard, en 2019, ce traité d'amitié a été abandonné par les Ukrainiens, ce qui signifie que, en réalité, on ne peut même pas dire que la Russie a violé le traité en intervenant en Ukraine, puisque l'Ukraine l'avait déjà annulé auparavant. En plus du fait que, comme je l'ai expliqué sur votre chaîne à plusieurs reprises, la raison d'entrer en Ukraine le 24 février 2022 n'était pas liée à l'OTAN. Il s'agissait de protéger la population du Donbass, ce qui est un principe des Nations Unies, le fameux R de paix, la responsabilité de protéger. Et c'est un principe qui est expliqué. Je veux dire, si vous lisez mes livres, je décris tout ce processus en détail et vous avez toutes les explications basées sur les définitions de l'ONU et tout cela. Et c'est pourquoi la Russie a pu intervenir en Ukraine sur la base de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. C'est donc pour cela qu'il est très important de comprendre exactement le contenu de ces traités. La question du mémorandum de Budapest portait bien sur des garanties de sécurité, malgré le fait que ces armes n'appartenaient pas à l'Ukraine. Et même l'Ukraine, je veux dire, les armes nucléaires ne pouvaient pas être utilisées par l'Ukraine. Mais en tout cas, ils ont demandé ces garanties de sécurité. Mais cela s'est concrétisé sous la forme du traité d'amitié de 1997. Donc cela signifie
Et comme Poutine l'a dit lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion en Alaska, Poutine a déclaré que nous travaillons ou que nous allons travailler sur des solutions pour les garanties de sécurité. Je suis sûr que la Russie souhaite très probablement cela. Le problème, c'est que cela ne peut pas être l'OTAN ni l'UMR à cause de leur position plutôt agressive et du fait que l'OTAN n'a jamais respecté sa parole. Je veux dire, vous savez, il y a eu cette question de l'élargissement de l'OTAN et d'autres choses de ce genre. Vous parlez de l'OTAN, mais je suppose que vous parlez surtout des dirigeants européens. Je ne sais pas si l'un de ces dirigeants européens, actuellement au pouvoir, connaît l'histoire et ce que vous venez de mentionner. Rien n'indique une compréhension profonde de la situation. Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'aucun de ces dirigeants ne sait ce qui s'est passé, ce qui relève pourtant de faits historiques d'ailleurs, et cela a été reconnu. Je veux dire, si vous lisez mes livres, tout cela est basé même sur des rapports de la presse ukrainienne et des choses de ce genre. Il n'est pas nécessaire de lire la littérature russe à ce sujet. Les Ukrainiens l'ont expliqué de façon absolument claire. Tout cela est expliqué dans tous les détails, tous les aspects juridiques. Mais personne ne veut entendre cela, parce que, précisément, et c'est exactement le problème, au lieu de fonder nos décisions sur des faits historiques, nous les basons sur un récit que nous avons créé de toutes pièces. Et c'est exactement le problème. Ce récit est en train de s'effondrer, parce que tout le monde commence maintenant à se demander comment cela s'est produit, pourquoi cela n'a pas fonctionné, et des choses de ce genre. Et vous verrez que dans quelques mois, ou peut-être quelques années, les gens reviendront exactement à ce que j'ai dit. Mais vous remarquerez aussi que même ceux qui sont favorables à la Russie, qui sont contre l'OTAN et ce genre de choses, ne connaissent même pas tous ces détails. Parce qu'il faut vraiment, j'étais à l'OTAN à cette époque. Et d'ailleurs, en 2014, la Suisse présidait l'OSCE. Par conséquent, nous avons eu beaucoup d'échanges en Suisse sur tous ces aspects. Et c'est ainsi que j'ai dû comprendre les aspects mécaniques fins, les réglages précis de toute cette crise. J'ai étudié tous les traités et tout cela. Je les ai lus en détail et j'ai essayé de comprendre la logique, car lorsqu'on parle de la Russie, cela ne s'applique pas forcément à des pays comme la France ou même les États-Unis. Car ils ont tendance à adapter la légalité à ce qu'ils font, ils ajustent les faits à ce qu'ils veulent. Les Russes ne sont pas comme ça. Ils ont plutôt tendance à prendre d'abord les faits, puis à ajuster ce qui peut être fait autour de cela. Mais ils sont extrêmement légalistes dans leur approche. Et j'ai déjà expliqué toute la mécanique de ce qui s'est passé entre le 21 février 2022 et le 24 février, pendant ces 3 jours, lorsque la Russie a changé d'avis sur la reconnaissance de l'indépendance des républiques du Donbass et a réussi à créer un contexte qui leur permettrait d'appliquer l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Mais il est intéressant de voir tous les efforts qui ont été faits pour établir un cadre juridique à cette intervention. C'est quelque chose, par exemple, que les Français n'ont pas fait lorsqu'ils ont envoyé leurs troupes en Syrie. Ils n'ont créé aucun cadre. Ils ont simplement décidé d'y aller. Point final. Il en a été de même pour les États-Unis lorsqu'ils ont décidé d'attaquer l'Irak. Ils n'ont même pas envisagé de créer un cadre juridique solide. Ils y sont simplement allés. Point final. Et c'est là la différence avec les Russes. Les Russes sont extrêmement légalistes. Donc aujourd'hui, quand on dit cela, et d'ailleurs, j'ai mentionné la déclaration de ces dirigeants européens concernant le sommet en Alaska, le mémorandum de Budapest est mentionné dans la déclaration parce qu'ils disent que la Russie n'a pas respecté ce mémorandum.
Mais si vous étudiez cela, vous verrez que ce mémorandum n'a absolument aucune valeur juridique. Et cela a même été reconnu sur le site du département d'État à l'époque. Lorsqu'ils ont décrit l'ensemble du mémorandum de Budapest sur le site du département d'État américain, ils ont dit qu'il n'avait aucune valeur juridique. Ce n'est qu'une déclaration politique. Point final. Donc, quand aujourd'hui ces dirigeants disent que la Russie n'a pas respecté ses propres engagements, c'est un mensonge. La Russie est très légaliste. Elle l'a toujours été, même pendant la guerre froide d'ailleurs. Cela fait partie de la culture russe d'être extrêmement légaliste. C'est intéressant, car savoir cela signifie que nous savons qu'ils respecteront les traités exactement tels qu'ils ont été rédigés. Ils l'interpréteront exactement comme il est, mot à mot. Peut-être qu'ils n'iront ni plus loin ni au-delà. Ils prendront la formulation telle qu'elle. C'est pourquoi, lorsque vous rédigez un traité ou un accord avec les Russes, il faut être extrêmement prudent. Ils utiliseront exactement la formulation. Ils n'iront pas au-delà. Donc, si vous comprenez cela, il devient plus facile de conclure un accord avec eux, même en ce qui concerne les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens ignorent, car nous sommes pris dans cette rhétorique selon laquelle les Russes sont les méchants, qu'ils portent toutes les faiblesses du monde, tous les péchés du monde, et tout cela. En conséquence, comment peut-on même essayer de construire une certaine confiance avec eux? De toute façon, ils vont vous tromper, ils vont mentir. C'est ce qu'on entend non seulement depuis 3 ans, mais en réalité depuis 10 ans. Par exemple, dans tous les dossiers que j'ai suivis, nous avons parlé de l'intervention, voire de l'invasion russe en Ukraine en 2014. Et c'est intéressant, car je me souviens qu'à cette époque, comme je vous l'ai dit, j'étais à l'OTAN, et les gens parlaient de l'invasion russe de l'Ukraine. Et en réalité, nous n'avions absolument aucun fait concret qui aurait pu étayer l'idée d'une invasion. Mais les gens utilisaient ce mot, et je me souviens avoir reçu un email disant que nous ne devrions pas l'utiliser. Je travaillais à la division politique de l'OTAN, et il y a une division de la politique de sécurité à l'OTAN, et je travaillais dans cette partie, dans la section du contrôle des armements de l'OTAN. Quoi qu'il en soit, nous avons reçu un email disant que nous devrions éviter d'utiliser le mot « invasion ». Nous devrions préférer le mot « intervention », car intervention évidemment est plus large et peut-être une intervention politique. Il y a différentes façons d'interpréter ce mot, tandis qu'invasion est un terme militaire. Donc, même à l'OTAN, ils reconnaissaient que non, nous ne devrions pas utiliser le mot « invasion » parce que c'est incorrect. Et c'est faux pour le Donbass et c'est faux pour la Crimée. Il n'y avait pas de troupes russes. Je veux dire, en Crimée, comme je l'ai dit, il y avait un certain nombre de troupes basées sur le SOFA, l'accord sur le statut des forces. Donc ça, c'est une chose. Mais dans le Donbass, il n'y avait pas de troupes russes dans le Donbass. Je l'ai déjà dit, il n'y avait pas de troupes russes dans le Donbass. Il y avait des soldats individuels là-bas, nous le savons, et même le chef d'état-major ukrainien et le chef du SBU, le service de sécurité, à 2 occasions différentes, ont déclaré qu'ils n'avaient identifié aucune unité russe dans le Donbass, mais qu'ils avaient identifié des soldats individuels. Et cela, c'est absolument clair. Il y avait des soldats individuels, donc des personnes qui venaient, tout comme il y a des soldats français qui combattent en Ukraine. Je ne parle pas de ceux qui sont en mission là-bas, mais de ceux qui ont décidé d'y aller parce qu'ils voulaient se battre pour la Crimée, pour l'Ukraine. Ils sont donc partis de leur propre initiative pour aider, que vous les appeliez mercenaires, combattants de la liberté, comme vous voulez. Mais c'était
des soldats individuels. Et il y avait exactement la même chose du côté ukrainien. Il s'agissait donc simplement de soldats ou d'anciens soldats qui avaient décidé d'aller combattre contre l'Ukraine ou d'aider les Russes du Donbass. Mais il n'y avait aucune unité russe déployée dans le Donbass en 2014. Aucune. C'est très important à comprendre, car ce malentendu a conduit les Européens, en particulier Ursula von der Leyen. Elle a déjà fait une déclaration en 2020 et 2021 lorsqu'elle a dit que l'Ukraine n'était pas censée respecter les accords de Minsk précisément à cause de la présence russe. Beaucoup de gens pensent encore ou croient que les accords de Minsk étaient un accord entre l'Ukraine et la Russie. C'est faux. Les accords de Minsk 1 et 2 étaient des accords entre Kiev, les autorités de Kiev, et les autorités des deux républiques du Donbass. Point. Donetsk et Luhansk. Donetsk et Luhansk. Exactement. Point. Et les Russes étaient les garants pour les républiques du Donbass afin qu'elles appliquent l'accord. Du côté de Kiev, il y avait la France et l'Allemagne. Ils étaient les garants de l'application des accords du côté ukrainien. Et nous avons vu que les Français et les Allemands n'ont pas respecté leurs paroles et ont déclaré qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de faire appliquer ces accords. D'un autre côté, les Russes ont tout fait pour que l'accord de Minsk soit appliqué. Jusqu'à la dernière minute, ils ont tenté de parvenir à un accord. Car, encore une fois, il faut comprendre que la Russie est intervenue le 24 février 2022 afin de protéger la population du Donbass. Et l'accord de Minsk visait à trouver une solution, une certaine forme d'autonomie pour la langue, la religion et tout cela, pour la population du Donbass. Donc, toute la question était en réalité une affaire intérieure. Ce n'était en aucun cas une question internationale. Et les Russes étaient simplement les garants des républiques du Donbass. Ce qui signifie que le fait que Kiev n'ait pas appliqué l'accord et ait même tenté d'attaquer les républiques du Donbass a provoqué la réaction russe, comme je l'ai expliqué précédemment. Il est très important de comprendre cela, car comme vous pouvez le voir, à partir de tout ce que j'ai mentionné ici, tout est lié. Nous avons tendance à voir tous ces événements comme des choses séparées. Mais en réalité, dans l'esprit des Russes, il existe un lien logique entre tous ces événements. Il y a une relation logique entre tout ce qui s'est passé. On le voit lorsque l'on évoque les garanties de sécurité, le mémorandum de Budapest et ce genre de choses. Il y a une relation logique entre tout cela. Et c'est pourquoi, en comprenant cela, nous pouvons alors élaborer une solution possible. Si nous ne comprenons pas cela, nous continuerons à nous battre. Et c'est exactement ce que veulent les Européens aujourd'hui. Oui, exactement. Merci beaucoup, Kamal, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Ein Simpson, the matter Matthew